Le 4 mars 2026, à environ 3200 km de l'Iran, dans l'océan Indien, au large des côtes du Sri Lanka, une frégate iranienne fend les eaux calmes, l'Iris Dana, faisant route vers son port d'attache après un exercice naval dans le golfe du Bengale, en Inde. À son bord, 180 marins vaquent à leurs occupations, certains se reposant sous le pont, d'autres en veille. Une traversée de routine, sans menace détectée. Ils ignorent totalement ce qui les guette. À environ 180 mètres de profondeur, silencieux et invisible, un sous-marin d'attaque américain de classe Los Angeles, armé de torpilles Mark 48, suit le navire iranien depuis des heures, attendant, calculant, se préparant. Puis, l'ordre est donné. Feu! Une torpille est lancée. Aucun bruit en surface, juste un sillage sous-marin. L'hélice tourne à grande vitesse, le système de guidage verrouillé sur sa cible. L'équipage iranien ne voit rien venir. Pas d'avertissement, pas d'alarme, pas le temps de réagir. Impact. La torpille frappe sous la ligne de flottaison, près de la poupe. L'ogive explose, libérant environ 295 kg d'explosifs puissants. Une onde de choc sous-marine déchire la coque. L'arrière du navire se soulève hors de l'eau. Le métal se déchire, le carburant s'enflamme. Une explosion massive jaillit du pont. L'Iris Dana commence alors à couler. Bilan, 87 marins perdus, 32 secourus et environ 60 toujours portés disparus. La guerre vient de s'étendre bien au-delà du Golfe, à environ 3200 km de ses frontières habituelles. Bienvenue sur l'Échiquier global, votre source d'analyse stratégique des conflits mondiaux. C'est la première fois qu'un sous-marin américain coule un navire de guerre ennemi avec une torpille depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un message mortel et sans équivoque. Aucun navire iranien n'est en sécurité, où qu'il se trouve. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegg, l'a annoncé sans détour au Pentagone. Hier, dans l'océan Indien, un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui se croyait en sécurité dans les eaux internationales. Au lieu de cela, il a été coulé par une torpille. Une mort silencieuse. C'est le premier naufrage d'un navire ennemi par une torpille depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme lors de cette guerre, lorsque nous étions encore le département de la guerre, nous nous battons pour gagner. Une mort silencieuse. C'est la phrase qu'il a employée, et elle est d'une précision effrayante. La guerre sous-marine est silencieuse, invisible. La cible ne sait pas que vous êtes là, avant que la torpille ne frappe. À ce moment-là, il est trop tard. L'Iris Dana n'a eu aucune chance. Restez avec nous, car une révélation inattendue sur les implications de cet acte pourrait bien redéfinir la guerre navale. Le Pentagone a diffusé une vidéo de la frappe, filmée à distance. Les images montrent la frégate iranienne naviguant normalement, puis soudainement, sa poupe se soulève violemment hors de l'eau. Une explosion massive déchire l'arrière du navire. De l'eau et des débris sont projetés dans les airs. Le bâtiment se brise. La section arrière s'effondre et en quelques minutes, il coule par l'arrière dans l'océan Indien. 87 victimes ont été récupérées jusqu'à présent, extraites de l'eau par les équipes de sauvetage sri-lankaises et transportées à l'hôpital de Kirapitia à Galle. 32 survivants gravement blessés ont été hospitalisés et environ 60 sont toujours portés disparus, probablement piégés dans l'épave au fond de l'océan ou quelque part dans le champ de débris. Le commandant de l'Iris Dana a survécu, ainsi que certains officiers supérieurs. Ils ont raconté aux sauveteurs sri-lankais ce qui s'était passé. Ils ont été frappés par une attaque de sous-marins. C'est ce qu'ils ont déclaré, selon 2 sources sri-lankaises citées par Reuters. Ils n'ont rien vu venir, n'ont pas détecté le sous-marin, n'ont pas eu le temps de réagir. Un instant, tout était normal. L'instant d'après, le navire coulait. C'est cela, la guerre sous-marine, silencieuse, létale, imparable. Le commandant Boudica Sampath, porte-parole de la marine sri-lankaise, a décrit la scène,
confirmant la perte de 87 vies. Le bilan pourrait encore s'alourdir à mesure que les opérations de recherche se poursuivent. Mais le sous-marin n'a pas seulement coulé un navire, il a marqué l'histoire. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un sous-marin américain coule un navire ennemi avec une torpille. Le secrétaire à la Défense, Egd, l'a souligné. C'est le premier naufrage d'un navire ennemi par une torpille depuis la Seconde Guerre mondiale. Techniquement, il a presque raison. Les États-Unis ne l'avaient pas fait depuis 1945, mais d'autres pays l'ont fait. Le Royaume-Uni a coulé un croiseur argentin pendant la guerre des Malouines en 1982, et le Pakistan a coulé une frégate indienne en 1971. Mais pour les États-Unis, c'est une première en 81 ans. Et cela signale un changement majeur dans la manière dont les États-Unis mènent cette guerre. L'Iran pensait que sa marine pouvait opérer en toute sécurité en dehors du Golfe, loin de la zone de conflit, transitant par les eaux internationales pour des missions de routine. Ils avaient tort. L'Iris Dana n'était pas dans le Golfe Persique. Elle n'était pas près du détroit d'Ormuz. Elle n'était même pas proche du théâtre principal des opérations. Elle se trouvait à environ 3200 km de là, dans l'océan Indien, rentrant d'un exercice naval amical. Et les États-Unis l'ont néanmoins trouvée, suivie et détruite. C'est le message clair, aucun endroit n'est sûr, ni le Golfe, ni la mer Rouge, ni l'océan Indien. Si vous battez pavillon iranien, vous êtes une cible. L'Iris Dana était une frégate de classe Mouj, faisant partie de la flotte du sud de l'Iran, lancée pour la première fois en 2015. Ce n'était pas un navire de guerre gigantesque, pesant environ 1500 tonnes, avec un équipage de 180 hommes, armé de missiles antinavires, de torpilles et d'un canon de pont de 76 mm. Mais elle était capable, moderne selon les standards iraniens, et avait déjà été déployée à l'international. Quelques semaines auparavant, l'Iris Dana avait participé à la Revue internationale de la flotte 2026 en Inde, un exercice naval multinational organisé par l'Inde dans le golfe du Bengale. L'exercice s'est déroulé du 18 au 25 février, avec la participation de navires de plus d'une douzaine de pays, dont l'Inde, l'Iran, la Russie et le Sri Lanka. L'Iris Dana est arrivée à Visakhapatnam, un port naval indien sur la côte Est, le 17 février. Le commandement naval oriental de l'Inde avait même publié des photos sur les réseaux sociaux, déclarant « La marine indienne souhaite la bienvenue à l'Iris Dana de la marine iranienne à son arrivée à Visakhapatnam, reflétant les liens culturels de longue date entre les deux nations. » C'était une mission diplomatique, visant à renforcer les liens, à présenter les capacités navales de l'Iran et à participer à des exercices conjoints. Ensuite, il était temps de rentrer. L'Iris Dana a quitté l'Inde et a commencé son long transit vers l'Iran, naviguant vers l'ouest à travers l'océan Indien, en direction de la mer d'Oman, puis du golfe d'Oman, avant de rejoindre son port d'attache. Mais elle n'y est jamais parvenue. Quelque part entre l'Inde et l'Iran, un sous-marin américain a repéré sa trace, l'a suivi, a attendu le bon moment et a frappé. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Arachi, était furieux. Il a qualifié cet acte d'atrocité en mer, affirmant que les États-Unis avaient attaqué à environ 3200 km des côtes iraniennes. Sur X, il a écrit « La frégate, invitée de la marine indienne, transportant près de 130 marins, a été frappée dans les eaux internationales sans avertissement. Puis est venue la menace. Retenez bien mes mots, les États-Unis regretteront amèrement le précédent qu'ils ont établi. C'est cette partie qui compte, le précédent. Pendant des décennies, la guerre sous-marine a été rare, limitée, réservée aux conflits majeurs. Pendant la guerre froide, les sous-marins américains et soviétiques se traquaient constamment, mais n'ont jamais tiré. Le risque d'escalade était trop élevé. Lors de la guerre des Malouines, le Royaume-Uni a coulé le général Belgrano, mais c'était une zone de guerre active où l'Argentine avait envahi le territoire britannique. Aujourd'hui, les États-Unis viennent de couler un navire de guerre iranien au milieu de l'océan Indien. Non pas dans une zone de guerre, non pas près de combats actifs, mais simplement dans les eaux internationales.
Et cela crée un précédent. Si les États-Unis peuvent le faire, d'autres le peuvent aussi. La Russie a des sous-marins dans l'Atlantique. La Chine a des sous-marins dans le Pacifique. Qu'est-ce qui les empêcherait de cibler des navires américains? L'avertissement d'Arashi n'est pas vain. C'est une préoccupation réelle, car une fois que vous normalisez les attaques de sous-marins contre des navires de guerre dans les eaux internationales, vous ouvrez la porte à des représailles. L'Iran n'a peut-être pas la capacité sous-marine de riposter directement, mais ses alliés, eux, l'ont. La Russie et la Chine disposent toutes deux de flottes de sous-marins avancées. Toutes deux observent cela de près, et toutes deux pourraient décider que si les États-Unis peuvent couler des navires iraniens en toute impunité, elles peuvent faire de même avec des navires américains. C'est le risque, c'est le précédent. Mais pour l'instant, les États-Unis ne reculent pas. Le président Trump a clairement indiqué qu'il voulait l'élimination de la marine iranienne, et cette attaque s'inscrit dans cette mission. Au 4 mars, les États-Unis avaient déjà détruit 9 navires de guerre iraniens dans le Golfe, frégates, patrouilleurs, vedettes d'attaque rapide. Avec l'Iris Dana, cela porte le total à 10. Et Trump affirme que le reste suivra. Il n'exagérait pas. Les forces américaines ont également anéanti le quartier général naval de l'Iran près de Bandar Abbas, détruisant les installations portuaires, frappant les dépôts de carburant et ciblant les centres de commandement. La marine iranienne est systématiquement démantelée. Et l'attaque sous-marine contre l'Iris Dana prouve que les États-Unis peuvent les atteindre n'importe où. Pas seulement dans le Golfe, mais partout dans le monde. C'est de la guerre psychologique. Il ne s'agit pas seulement de couler des navires, mais de créer la peur et l'incertitude. Chaque marin iranien sait désormais qu'il n'est jamais en sécurité. Même à environ 3200 km du conflit, même dans les eaux internationales, même s'il pense être caché, un sous-marin américain pourrait le suivre en ce moment même, et il ne le saurait jamais avant que la torpille ne frappe. C'est la puissance de la guerre sous-marine, et c'est pourquoi elle est si efficace. Mais cette attaque étend également la zone de guerre. Jusqu'à présent, les combats étaient concentrés dans la région du Golfe. Frappes aériennes en Iran, attaques de missiles sur les bases américaines au Qatar, au Koweït et à Bahreïn. Désormais, cela s'étend. L'océan Indien, la mer Rouge, le Liban, la Turquie, signalant des missiles iraniens interceptés près de sa frontière. Ce n'est plus un conflit régional. Cela devient une guerre multithéâtre. Et cela augmente considérablement les enjeux, car une fois que vous étendez la zone de guerre, vous augmentez le risque d'impliquer d'autres pays. L'Inde venait d'accueillir l'Iris Dana lors d'un exercice naval. Comment l'Inde va-t-elle réagir au fait que les États-Unis aient coulé un navire qui était littéralement son invité quelques jours plus tôt? Le Sri Lanka mène des opérations de sauvetage, récupérant des corps, soignant des survivants. Comment cela affecte-t-il leur neutralité? La Russie et la Chine ont toutes deux condamné les frappes en Iran. Vont-elles intensifier leur soutien, fournir plus d'armes, de renseignements, voire une assistance militaire directe? Toutes ces possibilités sont sur la table. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'Iran, la guerre fait des ravages. La télévision d'État iranienne a annoncé mercredi que la cérémonie matinale pour le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, serait reportée. Pourquoi? Parce que les frappes sont trop intenses. Normalement, lorsqu'un guide suprême décède, des millions de personnes assistent aux funérailles. C'est un événement public massif, une démonstration d'unité et de deuil. Mais en ce moment, Téhéran est sous les bombardements. Des frappes aériennes touchent plusieurs quartiers, des bâtiments gouvernementaux sont détruits, les infrastructures s'effondrent. Il n'est pas sûr de rassembler des millions de personnes en un seul endroit. Les funérailles sont donc retardées. C'est significatif, car cela montre à quel point le régime est sous pression. Ils ne peuvent même pas organiser de funérailles pour leur leader le plus important. C'est dire à quel point la situation s'est dégradée. Et les frappes ne s'arrêtent pas. Au 4 mars, le conflit était entré dans son 5e jour. L'amiral Brad Cooper, le plus haut commandant militaire américain au Moyen-Orient, l'a clairement indiqué. Et nous ne faisons que commencer. Traduction, cela va durer des semaines, voire plus longtemps. Les États-Unis ont endommagé les défenses aériennes de l'Iran,
détruit des lanceurs de missiles balistiques et éliminé des drones. Les forces israéliennes ont frappé des installations des gardiens de la Révolution, ciblé la milice Basij et attaqué les forces anti-manifestation. Et l'objectif est un changement de régime. Le président Trump veut que le peuple iranien renverse son gouvernement. Les frappes sont conçues pour créer les conditions propices à cela. Affaiblir le régime, éliminer la direction, fragmenter les forces de sécurité et donner au peuple l'occasion d'agir. Mais jusqu'à présent, le peuple iranien reste chez lui, terré, attendant. Un habitant de Téhéran, qui tient un magasin de vêtements, a décrit la situation. Il est très difficile de décider quoi faire. Si je quitte la ville, comment suis-je censé gagner de l'argent et survivre? C'est la réalité. Les gens sont piégés. Les bombes tombent. L'économie s'effondre. Il n'y a pas de voie claire. Et le régime est toujours capable de violence. Le chef du système judiciaire iranien a lancé un avertissement mercredi. Ceux qui coopèrent avec l'ennemi, de quelque manière que ce soit, seront considérés comme un ennemi. Traduction: si vous vous soulevez, il y aura des conséquences. C'est l'obstacle. Même avec une direction affaiblie, même avec des forces de sécurité sous pression, le régime a encore suffisamment de contrôle pour réprimer la dissidence. Et c'est pourquoi les États-Unis ciblent les Basij, la milice paramilitaire qui a réprimé les manifestations de janvier. Forte de 30 000 à 40 000 hommes, elle est le bras armé du régime dans la rue. Si les Basij peuvent être neutralisés, le peuple iranien pourrait avoir une chance. Mais sinon, le régime survivra, même sans Khamenei, même avec l'armée affaiblie. Pendant ce temps, les retombées économiques se propagent. Les prix du pétrole ont grimpé en flèche. Un porte-conteneurs a été attaqué mercredi alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz, ce point de contrôle étroit par où transite 20% du pétrole mondial. Les marchés boursiers mondiaux s'effondrent. Les investisseurs fuient. Les coûts de l'énergie montent en flèche et des centaines de milliers de voyageurs sont bloqués à travers le Moyen-Orient. Les aéroports sont fermés, les vols annulés. Pas d'entrée, pas de sortie. C'est le chaos. Alors, voici la question. Couler l'Iris Dana, à environ 3200 km de l'Iran, était-ce une victoire tactique ou une dangereuse escalade? Les États-Unis ont-ils simplement prouvé leur portée ou ont-ils créé un précédent qui pourrait se retourner contre eux? Partagez vos réponses dans les commentaires. Cette situation évolue en temps réel. Les États-Unis viennent de couler un navire de guerre iranien avec une torpille, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Et la zone de guerre s'étend. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.